slide quand même. L'idée c'est pour moi de vous donner plus des outils et repartir avec des idées après la conférence. Je vais aussi quand même partager mon expérience entrepreneuriale. Je suis désolée, j'ai enchaîné dessus pour ne pas retarder trop. Donc les super pouvoirs de la communication digitale, donc on a un super sommaire. Je vais vite rapidement me présenter et puis on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc du coup moi c'est Laura Streleski, donc je suis fondatrice de la Collab. Les trois mots qui me caractérisent sont entrepreneur, digital addict et marketing maker. Donc entrepreneur pour une femme, à la fois pour avoir fondé la Collab, je vais vous expliquer rapidement le concept tout à l'heure, mais aussi je suis aussi entrepreneur parce que je reprends l'activité de mon père qui a une PME de 10 salariés et aussi parce que je suis au capital de deux entreprises, deux startups sur un concept d'innovation numérique. La première qui est une startup toulousaine que vous avez peut-être entendu parler, c'est ONB. C'est une plateforme de mise en relation entre des prestataires de l'événementiel et des organisateurs professionnels d'événements. Et la seconde, c'est louerunepiscine.com. C'est le Airbnb de la piscine. Vous pouvez louer votre piscine entre particuliers. Donc, le boss de Louer une piscine est ici. Si le concept vous intéresse, vous pouvez échanger avec lui juste après. Également, j'accompagne pas mal de startups depuis quelques années dans leur lancement d'activités et leur hyper-croissance. J'ai aussi travaillé dans un fonds d'investissement capital. Et en termes d'incubateurs, ces incubateurs que vous connaissez certainement, notamment Momentum, l'IoT, le village Bâtissea qui est juste en face. Et donc là, avec une équipe, on accompagne, on conseille, on coach les startups pour les aider dans leur développement sur les sujets qui nous intéressent, donc, qui sont le digital. Donc c'est ma deuxième appellation, le digital addict. Comme disait Emmanuel tout à l'heure, c'est vrai que même si je suis assez jeune, moi à l'époque il n'y avait pas de cours de digital quand on suivait la voie marketing ou communication. Donc je suis 100% autodidacte et puis j'en apprends tous les jours encore dans mon quotidien et j'enseigne aujourd'hui dans pas mal d'écoles et je leur dis à chaque fois que ce que je suis en train de vous apprendre sur Facebook aujourd'hui, dans 3 mois, ça ne sert plus à rien de l'utiliser, ça ne servira plus à rien. Donc si on veut s'en sortir dans le digital, et je pense que pour être un bon communicant dans le digital, il faut savoir se remettre en question tous les jours, aimer le challenge, ne pas avoir peur du risque, de prendre des risques et surtout être très bon analytique, comme disait tout à l'heure Emmanuel. C'est vrai qu'analyser, suivre pas à pas ce qui se passe, c'est ça qui vous aidera le plus. Et le dernier, c'est Marketing Maker. Le marketing, c'est mes premières expériences professionnelles, mes études. Donc, du coup, ma déformation, dès que je parle à quelqu'un d'un business, j'essaie de le marketer un petit peu pour voir quelle approche on peut avoir du marché, quelles sont les opportunités, les menaces, etc. Du coup, la Collab, pour vous faire simple, c'est donc un collectif d'experts en marketing spécialisés dans le digital. On travaille un petit peu comme des cabinets d'experts comptables et d'avocats. On est plusieurs chefs de projet associés. On a chacun notre portefeuille client. Donc on accompagne nos clients de A à Z sur les parties stratégiques, opérationnelles, prestations externalisées également. Ensuite il y a le lab. Donc ça c'est tous nos partenaires freelance. Ce sont des experts qui viennent nous accompagner, donc des graphistes, des développeurs, etc. Et bien sûr, le porteur de projets qui sont des startups, des TPE, des PME. La Collab, comme le nom l'indique, c'est une collaboration et du coup, pour nous, le client fait partie de l'équipe et on est vraiment sur une méthode, notre super méthode pour les super pouvoirs toujours, de co-création. Donc ça, c'est tous les métiers qui sont présents à la Collab, donc ils sont riches et variés, c'est ça qui nous permet d'accompagner vraiment de A à Z, du création du nom de la marque, en passant par l'identité graphique, le site internet, les réseaux sociaux, les stratégies d'emailing, publicité online. Les clients sont riches et variés, chaque projet a ses compétences propres, ses expériences propres, donc on couvre tous les secteurs d'activité. Et notre objectif
objectif, c'est de vous faire aimer le web au quotidien. Donc, quand j'ai préparé cette présentation, j'ai utilisé un petit peu mes réseaux sociaux pour trouver une inspiration. Et j'ai demandé sur LinkedIn notamment si les gens pensaient que la communication avait de réels super pouvoirs, comme je pouvais l'évoquer au début en thème de ma présentation. Donc les avis sont plutôt favorables, même sur le Twitter on voit ils sont plutôt à oui. Moi ce que je voulais indiquer et préciser c'est que la communication à elle seule ne fait pas tout. C'est quand même qu'il faut avoir un produit qui répond à une offre, qui fonctionne bien, il faut avoir une équipe commerciale qui va sur le terrain. La communication c'est un facilitateur. On rend plus beau votre marque, on rend plus beau votre produit, on s'adresse mieux au marché, on va faciliter le travail des commerciaux, mais à elle seule, elle ne peut pas non plus faire des miracles. Donc, quand même, c'est un point qui est nécessaire. Donc le super pouvoir numéro 1, je vais passer 10 super pouvoirs assez rapidement que j'ai illustré avec des exemples. Mon idée c'est un petit peu vous donner un peu vos résolutions et vos idées pour mener des actions de com dans chacune de vos entreprises ou futures entreprises. Le premier super pouvoir c'est construire une image de marque et créer un attachement à la marque. J'avais pris un exemple en fait, un petit peu le number one sur la création de l'image de marque via le web, c'est Michel Augustin. Comment ils ont réussi? En faisant participer leurs propres clients à la production de contenu sur Internet. Donc en prenant des photos, en faisant des petites recettes avec une chaîne YouTube qui fonctionne très bien. Donc ils ont vraiment développé leur image grâce au web. Et c'est presque la communauté elle-même qui a créé l'image de marque et qui a fait qu'ils se sont attachés. Donc c'est un petit peu l'exemple par excellence, même si aujourd'hui on voit que le modèle de communication qu'ils ont commence un petit peu à vivoter, ça a quand même, c'est comme ça, c'est grâce à ce modèle-là qu'ils ont réussi à se lancer. Le super pouvoir numéro 2, c'est de faire connaître son offre. Donc son offre, j'entends par là produit ou service en fonction de ce que vous vendez. Il y a des millions de façons de faire connaître son offre sur le digital. C'est pour ça que c'est assez difficile aujourd'hui d'aborder tous les sujets, parce que ça couvre pas mal de choses. Mon premier exemple, c'est MyProtein, une marque qui est assez connue, qui a visé toute sa stratégie de communication sur la stratégie d'influenceurs, donc qui a choisi plusieurs blogueurs sportifs reconnus pour parler des produits sur le web. Et là, le deuxième exemple qu'on a mené, c'est un client de la Collab qui est le centre de chorégraphique James Carles à Toulouse, qui est assez connu. Avec eux, on promotionne 2 fois par an les abonnements d'inscription pour leurs cours et également pour les festivals qu'ils animent de danse. Et donc là, on utilise tout simplement de la publicité Facebook qui est aussi un moyen de faire connaître son offre sur un format, par exemple, ici, Carousel, pour varier un petit peu et pouvoir montrer plus de diversité en termes de produits. Donc, notre slogan, c'est Just Web It. Donc, le super pouvoir numéro 3, donc, amener du trafic local vers votre lieu de vente. Donc, on a beaucoup parlé tout à l'heure des startups numériques. Certains d'entre vous ont une petite activité très locale et une TPE où vous avez besoin d'amener du trafic en magasin. Donc, la communication vous aide pour ça. Là, j'ai 2 exemples en tête pour faire ce qu'on appelle du Web to Store. Il y a beaucoup de stratégies de communication qui se développent sur cette partie-là. Nous, c'est ce qu'on a proposé au restaurant Depmi. Peut-être que vous connaissez aussi, c'est un restaurant sur le Canard. Il y en a 2 en centre-ville et 1 à la Belge. C'est un laisser perdre aussi. Là, on a mis en place plusieurs opérations justement pour faire des itinéraires avec des pattes de canard sur le web. Voilà, on a un peu revisité les Google Maps avec les petites pattes de canard. On diffusait ces publicités et ce test pendant les heures de repas et quand les gens étaient à proximité d'un restaurant pour vraiment favoriser la
découverte du restaurant, un moment propice à la consommation. Ce qu'on propose aussi, par exemple, avec Waze, c'est d'offrir des cafés offerts ou des réductions ou un menu éphémère en édition limitée pendant ces heures de repas. Sachez que Waze est le numéro 1 des réseaux sociaux pour faire du web to store actuellement, pour que vos consommateurs identifient votre point de vente et viennent en magasin à monter. Personnellement, enfin si je peux me permettre de couper, moi je sais que quand je suis sur Waze et que j'ai une pub, je la fais directement. Mais tu l'as vu. Comment? Mais tu l'as vu. Donc, je vois surtout quelque chose qui m'embête pendant que je conduis. Le taux de croix, de fermer est très très faible sur Waze. Parce que alors moi je pense que c'est plutôt le contraire, en tout cas ce que j'ai l'impression, c'est que les gens voient la pub apparaître et comme ils sont en feu et que ça gêne pas forcément leur itinéraire, laissent la pub affichée et attendent qu'elle s'en aille sans préoccuper. C'est juste en tout cas, après ça sera toujours très compliqué de mesurer un web to store parce que l'action de venir à un magasin, donc c'est vrai que Waze va vous donner des informations sur combien de personnes ont cliqué sur l'itinéraire, mais au final c'est pas forcément au moment où vous voyez la publicité que vous allez changer votre itinéraire pour aller au magasin. Mais en tout cas, ce qui est prouvé, c'est que quand on fait des publicités Waze, les gens se rendent plus compte des magasins qui sont sur leur route. En plus, Waze, c'est très souvent utilisé sur des trajets quotidiens pour éviter les bouchons, etc. Et du coup, plein de marques ont augmenté leur notoriété de leur magasin, justement parce que il y avait des pop Cultura créés d'ici, des personnes qui étaient en train de ne savaient pas qu'il y avait Cultura, et donc ça a augmenté la fréquentation en magasin dans un second temps. Une petite question aussi. Ouais. Désolée, je vais vite, mais vous pouvez me couper. On est vraiment dans le commerce, on est d'accord que la prestation de service n'a pas vraiment lieu d'être. Il faut avoir il faut au moins avoir une devanture. Ouais, c'est ça. On peut être, après, tu peux avoir des bureaux, mais. Ouais. Non. C'est plutôt pour. Plus pour. Je veux savoir si vous avez fait des tests un peu à ce niveau. Non. Après, je me doute que sur, par exemple, une agence d'architecture, des choses qui peuvent avoir des devantures et qui peuvent accueillir du particulier, il peut y avoir un intérêt. Pour moi, c'est quand même B2C et avoir un produit en marge, une devanture, un pas de porte identifiable. Donc oui, vous avez une équipe à Paris qui répond assez bien aux messages, etc. Si vous lancez des campagnes, ils sont assez réactifs. Et ça, c'est agréable quand on démarre. Le super pouvoir numéro 4, c'est développer une communauté. Je suis partie avec 2 exemples. Celui de Blablacar, qui avant même d'essayer de faire vivre son business model, c'est-à-dire en faisant payer à ses utilisateurs un trajet, a d'abord essayé de créer une communauté de covoitureurs pour essayer justement de démocratiser cette pratique qui était, il y a encore 10 ans de ça, très peu utilisée et c'était difficilement envisageable pour une grande partie des personnes de monter en voiture avec des gens qui ne connaissaient pas. On faisait du stop, mais vraiment c'était quelque chose qui pouvait être risqué, notamment pour les femmes, etc. Et Blablacar a réussi à développer vraiment une communauté qui est devenue si forte que la communauté elle-même a créé un nom. Ce sont les Blabla Helpers. Et c'est donc un groupe Facebook qui justement cherche à rassurer les gens qui ont peur de faire du covoiturage. Et c'est les covoitureurs eux-mêmes qui vendent le concept aujourd'hui de Blablacar. Donc, le deuxième exemple, j'ai pris plus en B2B, du coup, j'ai pris notre exemple, puisqu'aujourd'hui, nous, on fédère environ 30 freelance avec qui on travaille quotidiennement, et on a un réseau de 70 freelance à peu près. Là aussi, il y a tout un enjeu d'animation de communauté. Aujourd'hui, clairement, c'est notre freelance qui fait notre force et qui fait la qualité de notre travail et tout ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Et du coup, on a mis en place plusieurs actions pour les fédérer via le digital. Donc on a des actions traditionnelles, type événements, rencontres,
etc. Mais on a aussi par exemple un groupe Facebook qui marche super bien, qui est un groupe Facebook fermé, sur lesquels on se pose des questions, on se demande des conseils, on se fait des retours d'expérience. Et vraiment, aujourd'hui, ce sont aussi nos freelances qui nous amènent des clients, qui deviennent ambassadeurs en fait, de la collab. Et donc, on a des freelances qui ne sont pas à Toulouse, donc des outils comme cela permettent de garder une communauté active. Et sur pas mal de sujets B2B, un groupe Facebook peut permettre d'entretenir une communauté. Parce que même si Facebook, a priori, n'est pas fait pour le B2B, vos clients sont forcément quand même sur Facebook, à titre personnel. Excusez-moi, je pense que le contexte est un peu bête. C'est quoi le B2B? Business to business. Donc, vers les professionnels. Et B2C, c'est business to consumer. Donc, entre particuliers. Désolée. Vous pouvez me couper parce qu'après, même dans la com, j'ai peut-être un peu de jargon. Le super pouvoir numéro 5, donc acquérir du trafic, obtenir des prospects. Donc ça, c'est beaucoup d'entre vous, c'est votre objectif numéro 1 lorsqu'on vous rencontre. Donc acquérir du trafic, c'est un peu comme faire connaître son offre. Il y a plein de façons d'acquérir du trafic sur le web. L'idée, c'est de vraiment trouver la source d'acquisition de trafic qui vous coûtera le moins cher et qui vous permettra de convertir le mieux vos visiteurs en prospects, clients et clients fidèles. En termes de mécanique, aujourd'hui, je voulais vous parler pour le B2B, donc pour les professionnels, d'une technique qui s'appelle l'inbound marketing. Je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie. En tout cas, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est intéressant de s'y renseigner. Il y a le leader, c'est HubSpot. Ils ont un très bon Facebook avec plein d'articles qui permettront de découvrir cette discipline. Donc l'inbound marketing, c'est grosso modo comment ça se passe. On crée une page sur un site internet, une page qui est faite pour ce qu'on appelle la conversion. Donc vous avez un visiteur qui arrive sur cette page et vous voulez absolument que ce visiteur mène une action et que cette action vous permette de l'identifier comme un prospect. Donc quand on arrive sur cette page d'atterrissage, en anglais on parle de landing page, vous avez une offre, donc ça peut être un livre blanc, ça peut être l'inscription à un événement, ça peut être une démo, l'inscription à un webinaire. Donc, vous avez proposé quelque chose de plutôt en général gratuit, il faut savoir donner pour recevoir un retour ensuite, c'est un petit peu l'idée. Donc vous donnez quelque chose, mais quand même vous donnez un échange de coordonnées d'une personne. La personne remplit donc un formulaire, par exemple dans ce cas-là, pour télécharger l'e-book sur le sujet comment optimiser votre profil LinkedIn. Et derrière, l'entreprise récupère donc vos coordonnées et peut vous adresser d'autres messages en rapport avec à la fois les sujets qui vous intéressent, mais aussi les services qu'ils proposent en fonction de ce sujet. L'inbound marketing, donc ça permet vraiment de qualifier des visiteurs qui arrivent sur votre site internet. Il y a plein de techniques, plein de contenus différents, mais c'est quelque chose qui marche plutôt bien en B2B. On commence à le voir sur certaines activités en B2C. C'est un petit peu moins répandu quand même, mais en B2C, je vous ai pris l'exemple du centre commercial La Bêche 2 pour lequel on travaille aussi. Alors là, on a des objectifs aussi de collecte d'emails pour pouvoir adresser ensuite la newsletter avec les informations, les événements pour les soldes, etc. Et on organise régulièrement des jeux concours. Ce qui est très important dans les jeux concours pour que la base de contact que vous avez soit qualifiée, c'est la publicité que vous en faites. Un jeu concours, si vous ne faites pas de publicité sur les réseaux sociaux, en général, ça peut prendre, mais ça ne va pas démarrer comme si vous faites de la publicité. Donc, hyper important, c'est bien ciblé. Donc, nous, dans ce cas-là, c'est géographiquement. On va rester bien sur Toulouse. On va peut-être s'éloigner des zones où on a de la concurrence. Et surtout, proposer des lots qui sont en rapport avec ce que les gens peuvent aimer. Alors, sur La Bêche 2, on est sur un public
public assez large parce que tout le monde peut aller dans un centre commercial. Mais voilà, en fonction de vos activités, c'est important d'avoir un lot qui corresponde à votre activité. Le super pouvoir 6, c'est transformer des prospects en clients. Comment on peut faire? Alors, 2 idées pour vous aider. Les 2 sont sur des marchés particuliers. Donc, c'est Uber Eats que j'ai pris. J'aurais pu prendre Deliveroo, Take It Easy, tous adopter cette mécanique. Ça marche très bien sur tout ce qui est plateforme de service. Dès qu'il y a une innovation d'usage où les gens doivent faire pour la première fois consommer un produit d'une façon un petit peu différente, c'est vrai qu'on aime bien soit pouvoir tester gratuitement, soit avoir au moins une remise pour limiter entre guillemets le risque. À tel point qu'aujourd'hui les gens se sont habitués à avoir cette fameuse remise à la première commande et la cherchent absolument pour passer commande la première fois. Donc ça c'est le code promo, première commande, bon, il y a 20 € de réduction, c'est ce qui me semble énorme. La difficulté avec ça, c'est qu'il faut absolument maîtriser son coût d'acquisition. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une startup qui s'appelait Take It Easy, qui était concurrent de Deliveroo au tout début de la livraison à domicile. Ils se sont implantés en partie pour ça, parce qu'en fait ils avaient des coûts d'acquisition trop élevés, ils offraient justement trop de premières commandes, trop de frais de livraison, et ils ne rentraient plus dans leurs coûts. Donc au début, il y avait des investisseurs qui mettaient au pot, etc. Et au bout d'un moment, les investisseurs, ils n'ont plus suivi parce qu'ils ont vu qu'avec ce modèle de dépenses massives pour avoir de nouveaux utilisateurs, le modèle n'était pas forcément rentable et ils ne voyaient pas la rentabilité avant très longtemps. Et du coup, ils ont perdu confiance, freiné. Et bon, après, s'il y a un investisseur qui ne met plus, tout le monde s'arrête et tout le monde a peur. Et ça nous fait une chute comme Take It Easy qui était très bien partie. Et une autre mécanique, si vous avez un site internet e-commerce, vous pouvez proposer le 2 en 1. Votre visiteur qui est en train de parcourir votre site, ça fait 2-3 minutes qu'il est là, donc il est a priori plutôt intéressé par ce que vous lui proposez. Vous pouvez faire une mécanique, on va dire 2 en 1. Vous récupérez un email d'un prospect et vous lui proposez 5 € suite à l'inscription pour sa première commande. Donc rapidement, vous avez un prospect que vous allez pouvoir retravailler par la suite. Et puis, vous avez déjà une mécanique pour déclencher l'acte d'achat, le premier acte d'achat. Et donc ça, c'était un exemple sur La Belle et le Barbu, qui est une marketplace dans le domaine du mariage. C'est aussi une start-up toulousaine. Excuse-moi, Laura, c'est la cooptation, c'est ça que tu as expliqué? Je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais cooptation, c'est plus le parrainage. Ouais, mais c'est ça? Non. Ah, j'ai pas compris. Du coup, c'est plus... là, en fait, c'est tu arrives sur le site. En visiteur, tu visites un petit peu. Donc, au bout d'un moment, tu as une pop-up qui s'ouvre, donc une fenêtre qui s'ouvre, et on te propose là 5 € offerts si tu t'inscris à la newsletter. Donc, l'avantage de ça, 1, tu récupères l'email d'un prospect potentiel, et de 2, tu as directement le gain, le cadeau qui va peut-être permettre le premier achat. C'est toujours très important parce que c'est toujours plus cher d'acquérir du nouveau trafic avec des nouveaux visiteurs que de fidéliser des gens qu'on a déjà su convaincre et persuader une première fois. La fidélisation ou passer d'un prospect à un client coûte moins cher que d'acquérir un nouveau client. C'est toujours bien de travailler les gens qu'on a réussi à séduire une première fois. Donc le super pouvoir numéro 7, donc gérer votre relation client. Oui, la communication digitale peut aussi servir à ça. 2 exemples qui sont pas mal utilisés, qui fonctionnent plutôt bien. La première, c'est d'utiliser votre Twitter pour gérer votre relation client. C'est très apprécié parce que dessus, vous avez les avis positifs, mais aussi les avis négatifs. Il y a des questions, donc la communauté enchérit en temps réel. Et puis ça montre vraiment une transparence de la marque vis-à-vis de ses consommateurs qui donne beaucoup de confiance. C'est ce que fait Free, donc à la fois pour côté service après-vente, mais aussi à la fois dans les phases de recherche. C'est une demande pour de renseignements sur une offre, donc même en amont pour la prise de connaissance d'une offre. Il y a aussi Nicolas, le caviste, qui va proposer
l'interroger lorsqu'il prépare un dîner en fonction du repas. Nicolas, qu'est-ce que tu me conseilles comme bouteille de vin? Voilà. Twitter est beaucoup utilisé pour la relation client chez pas mal de marques. Et enfin, le petit dernier là qu'on voit beaucoup apparaître en ce moment, c'est les chatbots. Donc les chatbots que vous pouvez avoir sur votre site internet, que vous pouvez avoir sur Messenger, Facebook, Messenger, voilà, développés en propre grâce à des applications qui sont déjà existantes. Aujourd'hui, petit à petit, on arrive quand même à avoir des modules gratuits avec des premières possibilités qui permettent d'automatiser, on va dire, les premiers échanges en amenant des réponses aux questions un peu basiques et récurrentes qu'ont les visiteurs. Là, on est sur le chatbot de la Belge 2 sur la page Facebook. Donc, il y a un premier message. Bonjour Célia, qui reconnaît la personne à qui il parle. Je suis Lise, le chatbot de votre centre commercial La Belge 2. Pour dialoguer avec moi, cliquez sur les propositions ci-dessous. Et donc là, il y a déjà deux possibilités. J'essaye, on démarre un petit peu l'automatisation de la conversation. Et s'il n'est pas intéressé, il a la possibilité d'envoyer un message de façon traditionnelle. Et si personne n'est derrière le Messenger, il y aura un petit laps de temps de réponse de la part du missionnaire. Le super pouvoir numéro 8, donc fidéliser les clients et faites-les devenir vos ambassadeurs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi user generated content. Je ne sais pas si vous entendez parler, ça marche de plus en plus. On dit toujours que c'est mieux quand c'est un consommateur de votre produit ou de votre offre qui parle justement de son expérience avec votre produit, plutôt que quand c'est la marque elle-même qui en parle. Donc c'est un petit peu sur cette vague que surfent plusieurs marques. Donc l'exemple d'Assos qui repère en fait tous les ans les 20 plus gros clients du site et qui les invite à faire une journée shopping. C'est les clients qui font les campagnes de publicité Assos aussi. Donc c'est une façon de fidéliser ses clients et en plus d'en faire des ambassadeurs, puisque bien sûr ils vont relayer ce moment unique qu'ils vivent avec la marque auprès de leurs proches et de leur réseau. Un autre exemple, du coup, Highlights, qui est une start-up toulousaine qui fait un accessoire pour les motards qui projette dans le champ de vision les données de navigation GPS. Eux aussi, en fait, ils ont fait un programme ambassadeur pour valoriser leurs premiers clients, ce qu'on appelle les early adopters dans le monde des startups. Tous les premiers clients qui ont en fait acheté le produit en précommande, c'est un produit qui était assez coûteux, qui était 500 €. Ils ont acheté le produit en juin 2016 et ils ont été livrés il y a à peine quelques mois. C'était du crowdfunding du coup? Pardon? C'était du crowdfunding? C'était presque du crowdfunding, dans la mesure où c'était du pré-order, donc c'est vraiment, il y a des mécaniques de crowdfunding qui sont basées sur la précommande. Par contre, eux l'ont fait sur leur propre site. Okay, donc c'était sans mécanique, sans plateforme derrière. Et sans plafond à atteindre du coup? Et sans plafond à atteindre. Ouais, dans tous les cas, ça allait sortir. C'est ça, dans tous les cas, ça allait sortir, c'est exactement ça. Et du coup, pour fidéliser un petit peu ces early adopters, ils ont créé un programme ambassadeur qui leur permet à vie d'avoir des avantages un petit peu particuliers avec la marque, etc. Je sais pas si à la page digitale, j'ai pas l'endroit de le faire. Le super pouvoir 9, il m'en reste que 2. Obtenir des recommandations. Donc toujours dans l'idée où le pouvoir de vos propres consommateurs est plus fort que celui quand vous prenez la parole. On voit apparaître aujourd'hui tous les concepts d'avis vérifiés sur les sites internet, même si on sait que c'est un peu biaisé dans la façon dont sont récoltés les avis. Ça a toujours un pouvoir de réassurance pour les consommateurs finaux. J'ai repéré en fait ce blog de Aven qui diffuse en fait sur lequel des consultants experts en maquillage et en cosmétique, produits de beauté peuvent commenter librement et en toute transparence leur expérience avec les produits Aven. Et du coup,
ça, c'est une excellente arme pour montrer la recommandation d'experts sur un produit pour toute la communauté et tous les clients de la marque. Et même là, puisque Aven est une marque qui est vendue en pharmacie ou parapharmacie, c'est aussi des façons de convaincre les distributeurs de référencer le produit dans ces enseignes. Et l'autre mécanique qu'on voit aussi pas mal, c'est une mécanique qu'on a mis en place chez Toulouse à domicile, donc qui est le Deliveroo et Uber Eats toulousain, qui est tout simplement celui de la recommandation, le parrain, je recommande quelqu'un, j'ai un gain et mon filleul a un gain aussi. Donc ça, c'est des mécaniques qui sont très utilisées au niveau des plateformes web. Voilà. Les marques, vous êtes satisfait d'un produit, vous recommandez ce produit à quelqu'un et en plus, la marque vous remercie, vous félicite, vous encourage à le faire. Parrainage. Parrainage. Voilà, je n'ai pas dit le mot. Non. Le parrainage. C'est une vieille mécanique d'ailleurs, mais qui marche toujours sur le digital. De super pouvoir numéro 10, donc recruter et créer un sentiment d'appartenance. Donc là, je suis plus sur recruter dans le sens recruter des employés. En effet, on a une grande... toutes les directions RH ont pris la communication digitale bien en main pour développer leur marque employeur, les stratégies de marque employeur. L'enjeu avec les nouvelles générations qui sont un petit peu volatiles et qui ont envie de bouger assez rapidement d'expérience, de poste, voire d'entreprise, c'est d'arriver déjà, à les convaincre de rejoindre une entreprise plutôt qu'une autre, et de deux, de les fidéliser. Donc les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés, notamment LinkedIn, par les marques, pour essayer de rendre un petit peu séduisant l'environnement de travail, mettre en valeur l'équipe, les personnes qui travaillent dedans. Ça, c'est l'exemple de Mars, qui est pour, je crois, la 3e année consécutive, qui fait partie dans le top 3 des boîtes où il fait où il est bon de travailler et où on se sent bien. Donc, voilà, vraiment. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est que ce qui est hyper important, c'est que vos salariés, si demain vous en avez, seront certainement les meilleurs ambassadeurs de votre marque et de vos produits en B2B, sur LinkedIn. Souvent, les profils perso des commerciaux, etc. C'est très important qu'ils soient assez dynamiques, qu'ils partagent pas mal d'informations parce qu'ils ont un réseau et ils ont un pouvoir de diffusion et d'influence qui est relativement important. Donc voilà pour toutes ces idées que je vais essayer de vous donner. Donc bien sûr, pour mettre en place ces idées, vous avez besoin de support, donc, qui commence notamment par un site internet sur le digital. Également, les réseaux sociaux arrivent assez rapidement en général, les créations d'emailing également. Et des mécaniques, on peut aller plus loin, ça peut être de l'application mobile, du booking en ligne, du e-commerce, de l'achat. Voilà, donc prêt à devenir un super-héros en 2018 avec des super pouvoirs comme ça. Ouais. C'était rapide. J'ai fait de mon